Poutine a envoyé pour la première fois son missile hypersonique Zircon sur l'Ukraine. Des débris de ce missile développé depuis des années par la Russie, dont on vous a déjà beaucoup parlé, ont été retrouvés par les autorités ukrainiennes à Kiev, cible d'une frappe aérienne début février. Pourquoi Moscou met-il en avant ce missile ? Eh bien, selon l'armée russe, il serait indétectable pour les systèmes antiaériens ennemis. Son appellation, le zircon, est liée à cette caractéristique. À l'instar du minéral transparent dont il porte le nom, ce système passerait inaperçu dans le ciel après son lancement. Il pourrait atteindre entre 5 et 9 fois la vitesse du son pour une portée de 1000 km. La précision du missile est littéralement centimétrique, assurait le 10 février à la télévision d'État le commandant russe Igor Krimal, qui se vantait d'avoir pu tirer cet engin. Regardez. La précision du missile est littéralement centimétrique. Centimètres, et cela s'applique également au zircon, n'est-ce pas ? Autrement dit, s'il y a un réticule, vous pouvez l'atteindre comme un tireur d'élite ? En pratique, oui. S'il y a un immeuble de 5 étages et que nous visons l'entrée, nous toucherons son entrée. Si ce n'est pas elle, alors ce sera certainement celle qui se trouve à côté. Aglaé, est-ce que c'est le nouvel objet de dissuasion russe ? Il était annoncé comme tel en 2019, cette fameuse locution de Poutine avec les dessins animés devant l'Union fédérale, donc les deux chambres du Parlement. Oui, c'est ce que je pose comme question. Je ne suis pas spécialiste, mais combien il y en a de missiles comme ça fabriqués depuis ? Parce qu'il était en marche, on sait que les essais étaient fructueux en 2018. Combien il y en a d'unités ? Je peux vous dire que leur prix de fabrication est estimé entre 3 et 4 millions de dollars l'unité et que pour l'instant, la Russie n'a pas encore les capacités de fabriquer ce type de missile à grande échelle. Absolument, et heureusement. Et c'est ça aussi la question à nos babouchkas qui se demandent qu'est-ce que c'est le poutinisme. Voilà. Et donc, j'ai vu que c'est... en théorie, ils peuvent être interceptés. On a vu déjà les défenses aériennes ukrainiennes qui ont intercepté autres types de missiles qui étaient réputés ininterceptables, pardon pour le terme. Mais si on commence à utiliser ces armements-là, c'est qu'il y a une certaine limite visiblement que la Russie a atteint et commence à utiliser les armements assez rares. C'est le premier point. Et le deuxième point, bien sûr, le manque de munitions côté ukrainien va que faire grandir les appétits de Russes. Ça, c'est sûr. Mais justement, est-ce que c'est inquiétant ? Même si c'est pas fabriqué à grande échelle, ça représente une nouvelle menace pour l'Ukraine ? Oui, mais même les armements plus simples, mais utilisés en masse, c'est aussi meurtrier. On le sait. Donc, Je ne suis pas fière que l'industrie militaire russe peut produire aussi ça, et j'espère qu'ils n'auront pas, encore une fois, qu'ils ont atteint le plafond de production et qu'ils ne peuvent pas faire plus. Ça va sauvegarder les vies des Ukrainiens. Yuri, c'est une nouvelle démonstration de force de la part de Poutine ? Pour ceux qui y croient encore, en fait, parce que mais quelque chose qui différencie vraiment la façon dont la Russie parle de ses armements et l'Occident, de manière générale, c'est qu'elle a toujours tendance à en faire beaucoup sur ce que c'est un missile que personne ne peut intercepter, qui est invulnérable, qui est précis au millimètre près. Quand vous regardez les armements occidentaux, les industriels et les pays, ils vous donnent des caractéristiques, mais ils ne se vendent pas en disant que c'est le meilleur char du monde, il est capable de gagner la guerre à lui tout seul, ou des choses comme ça. Et après, on découvre que les patriotes, finalement, ils peuvent se débrouiller contre des choses que on ne pensait pas. On garde secret les compétences et la capacité de certaines armes en Occident. On ne dit pas tout ce qu'on peut faire. Alors que la Russie, on sait quand même qu'un certain nombre de leurs matériels ne sont quand même pas excellents. Elle est obligée quand même de rendre ça génial et magnifique. Ces derniers chars les plus modernes, comme le T-90M, elle va le présenter comme indestructible.
ça a quand même une vitesse en marche arrière de 4 km/h. Et quand vous avez besoin de vous enfuir, et que la partie la plus blindée de votre char, c'est l'avant, c'est pas vraiment envie de vous tourner. Et vous enfuir à 4 km/h, c'est très, très handicapant. Donc, non, c'est pas une menace supplémentaire ou différente. Ça s'ajoute simplement à l'ensemble des outils que la Russie a à sa disposition pour frapper les civils ukrainiens, surtout. Parce que les Russes ont bien beau se vanter de pouvoir taper au millimètre près, au centimètre près un immeuble. Alors, d'ailleurs, un immeuble, a priori, c'est des civils qui sont dedans, donc visiblement, ça ne les dérange pas trop. Mais au final, c'est les civils ukrainiens qui meurent. Donc, c'est juste un autre moyen, un autre missile pour tuer plus d'Ukrainiens. Macha. Juste ma question est pourquoi cette raquette, non, cette missile hypersonique est tombé sur la capitale de l'Ukraine. Je veux dire, si vous voulez, encore une fois, ça montre quoi? Que Poutine continue à menacer la population. Parce que c'est eux qui sont les premières victimes. N'importe combien il y en a. À chaque fois quand vous entendez les explosions dans la nuit, ça vous empêche... Je voudrais juste vous dire, quand je suis allée réaliser un court-métrage l'été dernier en Ukraine, à Kiev, le problème que vous dormez pas. C'est comme si vous vivez jet lag, mais avec adrénaline qui tape et expose votre cœur, et puis vous êtes paumé toute la journée. En fait, imaginez comme ça, cette manière de vivre pendant 12 ans, et la peur pour les enfants, je rajoute, parce que c'est pour ça que je suis partisan de la paix, dans le sens qu'il faut qu'on trouve la solution pour cette atrocité. Parce qu'encore une fois, n'importe quelle nouvelle guerre, sur le territoire dans lequel ça se passe, c'est un polygone d'expériments, de tests de nouveaux armements. Et c'est ça qui aussi, il se permet de le faire parce que elle reste impunie. Même si, vous vous souvenez, il y avait même aussi les bombes avec phosphore qui ont tombé à côté de la zone de Kherson, sur le territoire où il y avait des citoyennes ukrainiennes, ce qui est interdit par les conventions et tout, mais il reste impuni. Donc c'est un jeu dans un sens, mais heureusement, et merci infiniment à nos alliés, parce que c'est grâce au système antiaérien Patriot et SAMP/T qui permet d'anticiper ce genre de bombe, qui permet de sauver les vies aujourd'hui en Ukraine. Mais justement, en frappant la capitale avec ce super missile, est-ce une manière aussi pour Poutine de vouloir saper le moral des Ukrainiens partout et pas seulement dans les régions les plus touchées par les combats? À mon avis, la population ukrainienne est prise en otage par ce terror quotidien que le peuple subit. Et aujourd'hui, si les enfants peuvent reconnaître par le sonneur si c'est un drone, si c'est une roquette, et d'où ça vient, c'est hallucinant. Et des gens s'habituent, mais c'est pas normal. Il faut se rappeler que ce n'est pas normal à 7 ans savoir quelle roquette va tomber en quelques mètres à côté de toi. Et oui, Poutine, à mon avis, c'est son enjeu, bien sûr, de terroriser la population pour qu'ils se révoltent, pour qu'ils... Après, je dois vous dire, quand je parle avec mes amis ou de gens, mes proches en Ukraine, moi j'entends qu'ils sont fatigués de la guerre. Ouais. Évidemment, il y a aussi ceux qui disent si on ne peut pas arrêter parce que sinon il va nous écraser, donc on n'a pas de choix. Aussi, il y avait, je me souviens, juste un mot si vous me permettez, je me souviens quand on a parlé, il y a quelques généraux qui ont dit moyen âge des militaires ukrainiens 35-40, autour de 40. Et je dois vous dire, j'ai parlé avec une femme sniper, elle m'a dit c'est notre guerre. Elle a un fils de 18 ans. Notre guerre de post-Union soviétique, c'est pas à nos enfants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Engels et Marx dans le sens de capitalisme. Vous devrez absolument apprendre le communisme, sinon on va vous réveiller à 3h du matin, vous devrez donner toutes les réponses. Non, c'est pas ça la vie qu'aujourd'hui les Ukrainiens donnent comme éducation à ces enfants. Donc ils disent c'est notre guerre, c'est l'héritage qu'on a eu après la chute de l'Union soviétique. Donc c'est pour, à mon avis, j'ai compté ce puzzle. Pourquoi même les jeunes plus âgés protègent leurs enfants de ne pas participer à cette guerre meurtrière. Margot, en frappant l'Ukraine et la capitale, est-ce un message envoyé non seulement aux Ukrainiens, mais aussi à l'Occident ? Regardez de quoi je suis capable. Oui, je me rappelle beaucoup de discussions sur ces plateaux sur le zircon en disant que ça n'arriverait jamais, que c'était encore une arme confectionnée par la Russie, dont ils parlent pour leur propagande, etc. Là, on a la réalité en face, c'est-à-dire qu'ils essaient d'innover, même si le terrain ukrainien, comme l'a dit Macha, est utilisé pour tester ces nouvelles armes. Ça montre bien qu'il y a une volonté de développer et d'innover dans l'industrie de défense. Et c'est justement
un réveil qui doit se faire du côté de l'Occident, c'est-à-dire de se réveiller et de se dire, voilà, en face de nous, si on veut un rapport de force équitable, il faut aussi que de notre côté, en Occident, on innove dans nos industries de défense, qu'on essaie toujours de prioriser nos industries de défense pour essayer d'avoir un rapport de force équitable. Et le problème que vivent les Ukrainiens à l'heure actuelle, c'est que le rapport de feu n'est pas équitable. Donc la fatigue de la guerre vient aussi du fait que il y a tellement de manque au niveau des armes occidentales, au niveau des munitions, qu'à force de voir une guerre d'attrition, à force de perdre une ville comme Avdiivka, eh bien forcément, ça a atteint le moral. Mais rappelez-vous du moral la première année de la guerre, quand les armes occidentales sont arrivées, quand il y a eu un massif soutien de l'Occident, c'était pas du tout le même moral et la même mentalité. Donc si l'Occident soutient massivement l'Ukraine, donne de quoi faire, et encore une fois, l'Occident est responsable, mais depuis des années, c'est-à-dire que l'industrie de défense, ça ne se développe pas comme ça en claquant des doigts. Mais les efforts sont faits à l'heure actuelle et ils sont nécessaires pour soutenir le moral des Ukrainiens. Mais je pense très honnêtement, puisque j'étais à l'Elysée lors de la conférence de presse entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, il y a un sursaut européen, un sursaut occidental ces derniers temps, et ils ont finalement compris que Vladimir Poutine n'était pas un président lambda avec qui on pouvait discuter. Juste un aspect écologique, je ne vous dis pas quelle pollution il est en Ukraine et à Kiev. Ma reine m'a dit, je ne peux plus respirer. Parce que tout ça, ça explose. Évidemment. Et ça, personne on l'a vu, c'est horrible. Avec les images